Bonjour et bienvenue dans votre émission de témoignages Histoire inspirante. Vous le savez, nous avons à cœur de vous partager des tranches de vie de nos invités. Ouvrir son cœur, ce n'est pas une chose évidente et encore moins devant une caméra. Alors, nous voulons vous remercier aujourd'hui pour tous ceux qui ont accepté de témoigner d'une part de leur vie, parfois douloureuse, parfois joyeuse, pour que vous, auditeurs, vous puissiez être nourris. Nous voulons aussi vous remercier pour vos messages à destination de nos invités. Messages d'encouragement, de bienveillance, vos prières et bénédictions. Alors à tous, merci de faire de cette émission un véritable lieu de rencontre. Aujourd'hui, dans Histoire inspirante, nous recevons Yvette Duminil-Dangente. Yvette a vécu de très nombreuses expériences avec son mari dans le cadre du pastorat. Dans cette émission, elle nous partage une petite partie de ce que Dieu a mis dans son cœur. Histoire inspirante, c'est maintenant. Bonjour Yvette. Bonjour Philippe. Heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Et merci de m'avoir invité et d'être là avec toi. On est très heureux de t'avoir. Alors on a eu beaucoup de mal à trouver une date, mais ça y est, oui. Enfin, on a trouvé une petite date pour vivre ce temps ensemble, tous les deux, mais aussi avec tous nos auditeurs. Un temps où on apprend un peu à te découvrir, à te connaître. Alors, aujourd'hui, tu es une jeune retraitée. Oui. On peut le dire comme ça. Oui, et qui en profite aussi. Hein. Bon, très bien. Une jeune retraitée, mais avec un parcours d'aventurière de la foi. Oui. C'est comme ça qu'on a nommé cette émission. C'est le titre que tu as voulu donner à cette émission aussi, Aventurière de la foi. Oui, parce qu'on va prendre un épisode de ma vie, mais c'est pas tant l'épisode... Enfin, si, l'épisode est important, sinon je ne voudrais pas le dire, mais c'est significatif d'un ensemble, de ma personnalité. Et j'aime bien l'aventure. Alors, on va commencer au tout début. Yvette, on va juste te présenter en quelques mots. Tu es une maman de 3 garçons. Ah, maintenant, ils sont tous grands. Voilà, de 3 hommes maintenant, oui. de 3 grands hommes qui ont quitté le foyer. Vous êtes jeune retraité avec François. Vous avez partagé un ministère pastoral pendant combien d'années 42, 3, voilà. Et on continue puisque la vocation ne s'éteint pas avec l'âge légal. C'est pas parce qu'on n'a plus le droit d'être rémunéré pour son travail que, en effet, on ne travaille plus, mais vous travaillez différemment. Alors, vous faites des vidéos aussi. Et puis aujourd'hui, on a la joie de vous avoir. Alors, vous avez un parcours particulier. Vous avez exercé dans beaucoup de villes, que ce soit dans le nord de la France, que ce soit dans le sud de la France. Toi, tu es né, j'ai appris ça aujourd'hui. Hein. En Afrique. Voilà. Tu es né dans quel pays ? En Algérie. D'accord. Donc, je suis revenue en 1962 au moment où on appelait ça les événements. C'est un mot pour pas dire la guerre. Hein. Ouais. Mais voilà, donc moi, j'ai un vécu de guerre en tant qu'enfant et traumatique, hein, avec des tanks en feu, des sirènes. Donc, tous les mercredis, il n'y a pas longtemps, puisque c'était le mercredi, quand j'entends la sirène qui démarre pour montrer que c'est le début du mois, je me rappelle toujours la guerre d'Algérie. Moins traumatique maintenant, avec le temps, heureusement. Alors, tu es en Algérie parce que tes parents étaient là-bas ? Oui, mes parents, ma famille, des gens de conditions modestes. Ma famille vient d'Espagne, de Catalogne, des deux côtés d'ailleurs, hein, mais ils sont là depuis pas mal de temps. Et ma grand-mère a vécu avec ses grands-parents des déboires en Espagne. Ils ont dit, il faut qu'on parte. Mon grand-père avait été mal conseillé, mon arrière-grand-père avait été mal conseillé, et il avait placé ses biens d'une mauvaise manière. Il a été complètement ruiné. Donc l'aventure, voilà, se poursuit ailleurs. Ah, l'aventure avait déjà commencé dans une autre génération. Et si on doit remonter à loin encore dans les siècles. Mais voilà, donc... Alors, quand on me dit d'où tu viens, c'est difficile parce que on vient d'un lieu, j'y suis attachée, mais pas tant que ça, puisque je suis jeune. Et en même temps, je me dis que j'ai beaucoup voyagé. Mais malgré tout, il y a un petit cœur où j'aime bien être, c'est en Provence, puisque j'ai passé ma jeunesse, mon enfance en Provence, mes études en Provence. Mes premières études, c'était de la biologie, de l'analyse biologique. En Provence, particulièrement dans la région d'Orange ? Alors, Orange, et puis Marseille, parce que j'ai fait mes études à Marseille pendant 5 ans.
Et donc, quand je vois les tuiles romaines, quand je vois les pins parasols, quand j'entends le cri-cri des grillons, enfin cigales. et des cigales, mon petit cœur bat toujours. Hein. Bon, aujourd'hui, tu vis à Montpellier, donc Il y a un t'es petit pas très cas. loin. Il y a un petit Oui, quelque chose de tout oui, cela. toujours du sud, et j'aime beaucoup. Alors, ton papa était militaire, si je me Oui, trompe de pas. carrière. Militaire de carrière, et donc il a été basé à un temps à Orange. À Orange, à la BA 115, base aérienne 115. Et on le dit parce que dans l'histoire, dans notre histoire personnelle, celle avec mon mari François, c'est que lui aussi a été militaire sur la même base. Voilà, donc Hein. c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de la rencontre. Alors comment elle se passe cette rencontre? Eh bien, écoute, on est dans les années 77, quelque chose comme ça, non, 78. Ah oui, te trompe pas sur la date de votre rencontre, s'il te plaît. 78. Là, je peux donner une date précise. Journée de porte ouverte, un dimanche. Alors, il faut savoir que quand les militaires ouvrent leur base, ils vont montrer des choses que même les militaires qui travaillent sur la base ne voient jamais. Donc, c'est une expérience aussi à faire. Parfois un peu traumatique, parce que quand on voit un mirage comme ça, avec tout l'armement déposé par terre, on se dit, waouh, c'est pas pour du faux, hein, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis après, il y a tous les meetings, il y a les rencontres, voilà, on visite des lieux incroyables. Et là, cette journée porte ouverte, toi, tu es là, dans cette journée porte ouverte. Mes parents sont là. Donc, tu n'as pas le choix d'être là. Si, j'ai quand même choisi un peu. Hein, si. C'est moi, je lui dis toujours oui quand même. Ou non. Hein. Et je me suis dit c'était intéressant parce que même fille de militaire, je suis assez peu rentrée sur la base. D'accord. Donc la curiosité te pousse à visiter en même temps que les autres. Et mon père me dit mais de toute façon c'est vraiment une aventure. Parce et là tu vois un très joli jeune homme. Non, pas du tout. Alors François avait la moustache à l'époque, il va finir par raser. Je dis non, et je vois un jeune homme qui vient vers mes parents le connaissent. Il est très joli, mais à ce moment-là, je tiens à préciser quand même, parce qu'il va écouter cette émission, il était très joli, mais tu ne l'avais pas particulièrement remarqué à ce moment-là. Oui, c'est ça. Voilà, ça on va non, j'ai pas flashé, tu vois, on se rend compte, comme dans les rencontres que l'on fait tous les jours, et on se dit, voilà, on a fait une rencontre. François est bardé de cellules pour capter la lumière, donc des objets techniques, différents objectifs, les appareils photo. Je dis, ça fait un peu prétentieux, toutes ces choses-là. Hein. C'était pas des bijoux et des bagues et tout ça, mais ça fait un peu prétentieux. C'était un peu, comment dirais-je, la première impression. Et puis, il salue mes parents, il me salue, et puis voilà, c'est la première rencontre. Alors, cette première rencontre, c'est pas le coup de foudre. En tout cas, pas pour toi. Ni pour François, d'ailleurs. Ni pour François à ce moment-là. Par contre, il y a un deuxième épisode, pas très longtemps après, où là, le coup de foudre, il est réel, mais à sens unique. Il est à sens unique. Alors, au départ, connaissant mes parents, parce que ils vont tous les trois à la messe, ils se rencontrent après l'office, et mes parents lui disent, puisque tu es seul, viens manger à la maison. Alors c'est pas un lapsus, hein. Tu as bien dit, ils vont à la messe. Et à l'office. Donc... Je vais finir, une fois que l'office est fini, l'office de la messe est fini, alors on n'est pas dans le monde protestant. Et François, voilà, donc était bien catholique, et donc comme tes parents, ils vont à la messe, ils se retrouvent là, à cet endroit-là. Voilà, et donc il se lie davantage, mais François ne répond pas parce qu'il est très timide à l'époque, et puis se dit quand même, c'est pas des gens de la famille. Mais ils se rencontrent, et c'est ça qui est intéressant, c'est toutes les choses qui gravitent autour de la rencontre. Et mes parents lui disent deux choses. Écoute, on a une fille qui s'est perdue, et le mot est employé tel quel, dans une secte. Et voilà, donc ils ont un gros chagrin de me perdre. Alors une secte qu'on appelle des adventistes du 7e jour et qui font partie de la grande famille protestante quand même. Oui, je suis pas sûr qu'à l'époque ils avaient retenu ce côté famille protestante. C'était plutôt qu'est-ce que c'est que ces adventistes du 7e jour. Voilà, et puis on est dans les années 70, donc là le monde est moins ouvert pour tout le monde hein, dans le milieu religieux, et à part les pasteurs, enfin la famille protestante classique, réformée, on connaît rien. Hein. Donc pour mes parents ça a été un gros choc de me voir changer de voie au niveau de la profession de foi. Et ils lui disent, mais nous serons en famille dimanche prochain et on sera là à la piscine pour prendre un bain, tous les enfants seront là et Yvette sera là. Et François dit, si Yvette est là, bon, ça vaut peut-être la peine, même si on s'est rencontrés
peu de temps, ça vaut la peine. Est-ce que dans l'esprit de, j'imagine ton père qui l'invite, plus peut-être que ta mère, est-ce qu'il y avait l'esprit de enfin on a trouvé un bon catholique qui va la ramener peut-être dans le droit chemin? Alors, dans l'esprit des deux. Ouais, dans l'esprit des deux. Le problème, c'est que ça va être l'inverse. Et donc, c'était ça, un sous-entendu. Ouais. Et clairement, en tout cas, François a bien capté comme cela, hein, quand il raconte notre histoire de rencontre, il le dit clairement. Et aussi, avec le temps, je comprends que les changements aussi bouleversants aient pu toucher mes parents et qu'ils aient eu envie de ce retour, hein, dans le bercail catholique. En même temps, chacun on a d'autres vies, voilà, c'est ça. Hein, et on ne la fait pas contre l'autre, on la fait pour soi d'abord. Hein. Alors, François, il te croise au bord de la piscine. Et là, par contre, tu me l'as décrit comme étant le coup de foudre. Oui, alors c'est vraiment... alors, on aime bien raconter ça quand on est avec beaucoup de couples, quand on est en grande réunion avec beaucoup de gens, parce que le côté pastoral, où on met la cravate, on a un costume, on s'habille bien, voilà, et on présente bien. Eh bien là, moi j'étais en bikini, mon petit bikini en écossais, et François était en slip de bain, quoi. Hein. Et puis là, en me voyant, il tombe amoureux, hein, vraiment amoureux. Alors il me dit bonjour, moi je suis allongée, je suis en train de lire, quelqu'un qui me dit bonjour que je ne connais pas vraiment, je lui réponds bonjour aussi, et pas plus que ça. Mais François s'en est pas tenu à ça. Il plonge dans la piscine. Moi, je ne l'ai pas vu. Il me la raconterait après parce que j'étais absente du décor. Comme quoi, les choses, des fois, ne sont pas voulues, mais elles nous arrivent. Il est dans la piscine et il fait des longueurs, du sous l'eau. Bref, il fait le phoque, l'otarie. Enfin... Alors ça, tu n'avais pas compris le message d'il attire ton attention. Voilà. Pas du tout. J'étais perdue dans mon livre. Mais comme mes parents vont le réinviter, comme il va devenir aussi quelqu'un de... Oui, un petit peu présent dans la famille. Et surtout, il y a Yvette. Hein. Alors maintenant, c'était une occasion. Avant, il n'y avait pas vraiment l'occasion de venir. Mais maintenant que l'invitation est toujours lancée, il y a aussi Yvette. Et alors, ce qu'il va faire, c'est... en quelques jours, il va m'écrire une lettre d'amour. Et ça, c'était très chouchou. Ça se fait plus trop, mais je dis aux jeunes gens, faites-le quand même, parce que il y a des choses qui restent. Hein, mais voilà. Yvette ne se laisse pas conquérir aussi facilement. À vrai dire, des choses sont là ou elles ne sont pas là. Mais je ne voulais pas dire à François, par écrit, que je n'étais pas amoureuse. Je trouve que c'était trop dur de le dire. Alors maintenant, on le dit par texto. Je dis à tous mes fils, ne faites rien, ni rupture, ni déclaration par texto. Mais il vaut mieux parler à une personne. Alors, il va falloir du temps. Oui. Et tu vas réussir à conquérir ton cœur quand même à un moment donné. Mais avant, je lui ai dit, pour que ça puisse se faire, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose entre nous. Parce que si c'est moi non plus, voilà. Alors ce quelque chose, est-ce que la foi y est joué quelque chose? Parce que pour toi, à ce moment-là, tu as découvert l'adventisme. Lui est dans le catholicisme, on l'a dit. Comment ça se passe là-dessus? Au niveau de la foi, pas du tout. C'est au niveau relationnel. D'accord. Moi, j'avais eu des fréquentations masculines qui n'avaient abouti à pas grand-chose, et pour avec une déception vraiment, peine et chagrin. Et j'ai dit à François, écoute, tu sais, moi je te le dis, je ne suis pas amoureuse, je peux pas inventer des sentiments que je n'ai pas. En revanche, tu veux qu'on sorte ensemble, et on le fait avec un respect mutuel. Moi, je sais que tu m'aimes. Enfin, que tu as des sentiments, c'est pas partagé, mais tout ce qu'on pourra faire ensemble. Alors François, petite comme ça, une petite chose que je dis, c'est, alors il y avait un ami qui travaillait sur la base, et un de ses collègues militaires avait une Alfa Romeo et une BMW en moto. Alors quand il utilisait l'un, il prêter l'autre à François, et moi je suis rentrée. Et j'ai vécu, transportée dans toute la Provence, et allant même plus loin, en Alfa Romeo, en BMW. Alors François aimait beaucoup la moto, parce que j'étais obligée de le serrer, et il en profitait en tout bien, tout honneur, mais il a vraiment profité de ces moments-là. Donc vous vous rapprochez. Et la foi va être là. Et voilà, c'est sur quoi j'ai arrivé justement, sur cette foi. Alors lui, il est croyant, vous êtes tous les deux croyants, mais pas dans la même famille. Hein. Il est catholique, comme on le disait, toi dans l'adventisme.
est-ce qu'à un moment donné, ça se passe comment? C'est toi qui lui présente, c'est lui qui s'intéresse et qui se rapproche de l'adventisme? Alors c'est toujours intéressant de voir que c'est toujours, enfin pour nous, Mm. à travers d'autres expériences. Sa maman est à Nîmes, je viens d'arriver à Nîmes, premier poste à l'hôpital dans un service, dans le laboratoire de hématologie, sérologie. Euh, et comme sa maman est là, et que je viens d'emménager, mon père lui dit tu pourrais aider Yvette parce que nous, Orange, c'est loin. Toi, si tu vas avoir ta maman, bah, tu pourras lui donner un coup de main, monter des meubles ou à tapisser ou faire quelque chose. Et François s'est pas fait prier. Hein. C'était l'occasion de me voir. Et là, pendant ce temps-là, François a dit il faut quand même que je récupère cette Yvette. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans avec ces personnes-là qui ont mis le grappin dessus Et il va s'acheter une grosse top parce qu'il s'est dit comme ça, c'est une communication entre les protestants et les catholiques, approuvés de part et d'autre. Et puis il s'est acheté les gros textes conciliaires. Enfin, c'est sa mère qui lui a donné un gros livre rouge avec tous les textes conciliaires de Vatican II, et armé de ces 2 livres, il s'est dit... Alors, la Bible, là, Théobé dans une main, la traduction œcuménique de la Bible, et puis ce document-là, il se dit, là, je suis équipé maintenant pour oui, et aller puis l'affronter. François n'a pas que lu Ouais. quelques petites phrases ici ou là, il a lu tous les textes conciliaires, hein, c'est un gros pavé quand même. Et il s'est dit, là, il faut vraiment être armé, à la garde connaître la Bible. Et puis un soir, je suis avec mes copines d'un pensionnat de jeunes filles, d'une maison de jeunes filles, et je leur dis, écoutez, vous venez passer le soir, François était là aussi, à voir sa maman, je l'invite à une soirée avec mes amis, et quand il sonne à la porte et qu'il va rentrer après dans le séjour, il a une brassée de roses rouges. So romantique. Alors, toutes mes amies sont très impressionnées, et moi aussi. Hein. Quand même, ça y est, Donc, la carapace commence à se fissurer. vous voyez aussi déjà les qualités de François, donc j'allais dire un gentilhomme, oui, un homme, oui, on peut dire cela, avec beaucoup d'élégance, de courtoisie. Et alors, ça ne peut que favoriser nos échanges. Et là, mes amis partent à 10h, parce que c'était couvre-feu pour elles. Et avec François, on continue la soirée, et puis il commence à me parler de sa vie spirituelle, religieuse, hein, à l'époque, qui va devenir spirituelle, c'est-à-dire plus ancrée dans un rapport avec Dieu. Et on vient à échanger. Et pour lui, c'était très important que je puisse revenir au sein de l'Église catholique, hein, parce qu'il ne voulait pas se marier avec une non-catholique. Hein. Donc, on avait tout faux quoi, à l'époque. Hein. Et dans les discussions qui vont se faire et se refaire, parce que François va venir tout exprès aussi pour me voir, et après on va aussi sortir un peu plus en visite dans la Provence. À chaque fois, nous avions l'occasion d'ouvrir la Bible. C'était vraiment, ça lui tenait à cœur. Et là où ça l'a le plus touché, c'est que sur le point, pour lui, qui était un point litigieux, Marie, qu'est-ce que c'est son rôle pour vous dans la communauté adventiste, chez les protestants, vous n'y croyez pas? Alors moi, je dis, comment ça, on n'y croit pas? Bien sûr qu'on y croit, c'est la maman de Jésus quand même. Et c'est une femme aussi valeureuse, parce que Dieu l'a choisie. Si on ne choisit pas n'importe qui pour être la mère de son propre fils. Donc, si Dieu l'a choisie, c'est qu'elle a une valeur personnelle, un potentiel aussi. Et tout ce potentiel, enfin toute cette valeur de Marie, sa foi, avec Joseph, qui prennent soin de cet enfant qu'il leur est donné, je dis bien sûr qu'on croit d'abord au récit et à l'importance de ces personnes et de Marie. Donc c'était de rétablir aussi des fois des préjugés qui sont anti ou contre, et de montrer que non, la foi, c'est aussi accepter des choses, des valeurs importantes qu'on peut partager avec l'autre. Alors au début de cette émission, on parlait d'aventurière de la foi. Là, tu nous parles de cette aventure, de comment, oui, tout à fait. comment vous avez cheminé ensemble. Il y a un autre... Alors, bon, on connaît la fin de l'histoire. Hein, malheureusement, on est aussi pris par le temps. Je reviendrai. On est aussi pris par le temps. Donc, je voudrais te proposer d'arriver... Alors, tu as plein d'histoires à raconter, je le sais. Mais tu en as sélectionné 2, celle-ci de votre rencontre et de ce parcours, cette aventure de la foi que vous avez vécue ensemble. Et puis, une histoire qui pourrait presque passer pour une anecdote tu as vécue, que vous avez vécue ensemble.
lorsque vous étiez à Pau, si je me rappelle bien, c'est bien à Pau. Euh, Vous êtes en poste donc sur Pau et toi tu vas. C'est presque une situation de la vie courante. Tout à fait, c'est une situation ordinaire. Mm, Je suis en train de préparer le repas et je me rends compte qu'il me manque quelques ingrédients. Je vais au supermarché, qui est pas loin. mm, Donc, juste avant midi et avant d'aller chercher les enfants à l'école. Je sors du supermarché, je rentre mes affaires, puis j'entends une voix derrière mon dos. Madame, vous n'auriez pas un petit peu d'argent parce que je voudrais manger. Alors je me retourne, je vois un monsieur et je lui dis, vous voulez vraiment manger? Il me dit oui. Parce que parfois, mm. ils insistent pour avoir de l'argent. Moi, je ne voulais pas trop en donner, je préfère donner quelque chose de concret. Je lui dis, ben, on va aller au supermarché, puis vous choisirez ce que vous avez envie, besoin, voilà, pour manger. Et puis je me dis, non, je suis en train de préparer quand même mon repas, là. C'est pour le repas de midi que je suis en train de faire les commissions. Ah ben, si vous voulez, vous pouvez venir manger à la maison. Et le monsieur, au lieu de me dire, non, je veux un casse-croûte, il me dit oui. Mm. Et on va pour monter dans la voiture. Et au moment où chacun met la main sur la poignée, on s'arrête et on se dit, et moi je me dis, ben, tu es en train de... Qu'est-ce que tu es en train de faire, ma grande Yvette? Oui, parce que tu ne le connais pas, ce monsieur, quand même. Tu Eh l'as oui. introduit chez toi. Mhm. Et puis, lui, il se dit, une autre question aussi, mais il me dit, mais qu'est-ce que va dire votre mari? Mm. Et je lui dis, mais écoutez, il ne va rien dire. Enfin, il ne va pas être opposé, surtout si vous vous comportez bien. Et c'est le cas, on rentre à la maison, je vais voir mon mari qui est dans son bureau, et je lui dis, écoute François, j'ai invité quelqu'un. Et François me dit, d'accord, enfin voilà. Et il continue, hein, c'est banal, c'est presque, voilà, j'ai rencontré un ami ou un parent d'élève, et puis on va se parler. Et non, là, c'est quand même quelqu'un, un étranger, et on a toujours un peu peur des clochards ou des gens qui sont un peu hors normes, quoi. Mm. Alors, je reviens sur ce terme que tu viens de dire, hors norme, Mm. hors cadre, hors de nos habitudes. Parce que là, tu vas vivre, enfin, vous allez vivre une expérience, euh, c'est celle qui t'est venue la première à l'esprit, une expérience un peu particulière. Bon, là, on peut se dire, oui, tu ouvres ta maison, tu accueilles, c'est très gentil. Mais au-delà de ça, il y a une expérience spirituelle qui va se vivre. Oui, et c'est... on est tous les deux imbriqués dans ce hors norme. Hors norme parce que, à un moment donné, dans la recherche du sens de l'existence, c'est cela aussi notre expérience, c'est de dire où est Dieu là-dedans. Mm. De le chercher, pas forcément dans un cadre familial qui se perpétue, quoique le cadre familial va rester. La foi profonde en Jésus est là pour tout le monde. Donc, rassurer aussi les autres dans la famille, de dire qu'on n'a pas changé de religion, qu'on est bien dans le christianisme, qu'on est bien avec Jésus. Et dans ce cadre-là, malgré tout, avoir son cheminement personnel, qui n'est pas formaté, qu'on n'a pas non plus voulu, mais qui vient à nous et qu'on ne mette pas de côté. Voilà, cette idée de... L'autre vient... T'as pas cherché l'aventure, au sens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Oui, exactement. Mais cette histoire, quelque part, se présente à toi. Par contre, tu acceptes de la saisir, tu acceptes de la vivre, de rentrer dans cette aventure. Tout à fait. Et donc là, c'est l'aventurière de la foi. Donc cette personne se met autour de la table avec vous. Et là, il se passe quelque chose de très particulier. Oui, parce qu'on pourrait dire que les aventures, c'est montrer l'Everest, c'est escalader, c'est faire de grands treks à l'île de la Réunion et d'être dans le guide des records. Moi, c'est pas ça. Mon guide de records, c'est à la vie au quotidien. C'est rencontrer des gens. Bon, on ne leur donnerait pas une médaille olympique, hein, forcément, ni à moi non plus. Mais voilà, on vit des choses qui sont à nous et je pense qu'ils ont de l'ampleur pour nos vies et pour celles de l'autre. Ce monsieur dit oui, et puis je me dis, il fait beau, on ne va pas manger à l'intérieur, on va manger sur la terrasse, j'installe les choses, je finis le repas. François finit aussi ce qu'il avait à faire. Je vais chercher les enfants, tout se passe bien, on se met à table. Et là, tout d'un coup, ce monsieur se met à pleurer. Et ça me touche. Et là, on le laisse pleurer en silence. Et je sais pourquoi il pleure. Mais je lui pose la question, c'est toujours bien que l'autre s'exprime, s'il a envie. Et il me dit, je suis dans une famille, ce que je ne fais jamais en ce moment. Et puis, vous êtes une famille propre. Alors moi, le mot propre m'étonne. Oui, ça veut dire quoi, ce mot, pour lui? Oui, alors, je lui dis, ça veut dire quoi? Même question que tu me poses.
Ben, écoutez, moi je vis en marge. Mmh. Je ne suis pas un clochard, je suis un routard. Il m'explique un peu sa Mmh. vie, Mmh. qui est aussi une philosophie de vie que j'apprends là. Mmh. Non, je ne veux pas traîner dans les rues de ville parce que c'est dangereux, parce qu'on se fait agresser, parce que ce sont des milieux, alors pas hygiéniques, hein, Mmh. mais ce monsieur était bien mis, ne sentait pas mauvais. On voyait qu'il avait une dignité personnelle et qu'il voulait la préserver. Mmh. Et Et temps, en même temps, il côtoie aussi un univers c'est qui ne ça. veut, enfin, il ne veut pas Mmh. côtoyer l'univers qui le rendrait sale, en quelque sorte, ou qui le dévaluerait, Mais en qui lui même temps, ferait du cet mal. homme-là, blessé, seul, parce que c'est ça à ce moment-là qui le fait pleurer finalement. C'est cette solitude qui lui revient en réalité alors que vous êtes à table ensemble. Et aussi le contraste, et Mmh. surtout le contraste. C'est-à-dire, il y a une vie dans laquelle on est, et tout d'un coup, ben, c'est le rayon de soleil quoi, qui Mmh. rentre. Et c'est pour ça qu'on a mangé dehors. Parce que moi, avec François, nous aimons beaucoup, beaucoup Mmh. recevoir. Mais de toutes sortes de gens. Et des fois on a reçu des gens, on ne savait même pas qui c'était. Enfin voilà, donc Mmh. de dire, voilà, on mange ensemble et lui a ce contraste. Une famille, il n'en a pas. Dans un lieu joli, c'était le jardin. Et un jardin sans prétention, mais c'est quand même un jardin. Et tout d'un coup, le bonheur est là. Et ça choque. On mange, et puis au bout d'un moment, on échange un petit peu pour apprendre à se connaître. C'est là où il me dit qu'il est routard, qu'il y a une différence, avec des clochards, des GSDF, enfin, tous les mots qu'on peut mettre avec les Mmh. gens qui vivent dans la rue. Et il me dit, moi, j'essaie de préserver ma vie, de la vivre en sécurité aussi. Et puis quand c'est la belle saison, je lui dis, mais avec quoi vous mangez? Il me dit, bon, je prends un peu de fruits ici ou là, ou je fais un petit travail quelque part. Et je lui dis, écoutez, vous êtes dans une famille pastorale, là, donc est-ce que je vous posais une question plus directe au niveau de la foi, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous savez ce qu'est la Bible? Elle me dit oui. Et j'ai même une Bible. Alors je dis, ah bon? Alors il prend son gros sac hein, de voyage, un grand sac, il fouille dedans, et il me dit, que voilà. Je dis, d'accord. Et je la lis. Hein. Il ne fait pas seulement avoir la Bible, qu'on lui a donné d'ailleurs, mais il la lit. Et donc, c'est surprenant, c'est moi en même temps qui suis surprise. Peut-être des préjugés que j'ai, ou peut-être pas, enfin, mais on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a dans la vie d'un autre, qui nous est très étranger en fin de compte, parce que moi je ne suis pas clocharde, enfin je ne vis pas dans la rue, et je ne connais pas ce monde, bien que m'étant approché aussi d'autres personnes comme notre visiteur. Et là, cette conversation est une conversation d'enfant de Dieu. C'est plus une conversation d'êtres humains ou d'êtres qui sont dissemblables, mais c'est aussi une conversation d'enfants de Dieu. Ce qui est intéressant dans cette histoire, comme on le disait, c'est que finalement, c'est un tout petit épisode qui va durer quelques heures. On voit qu'il y a un vécu particulier avec cet homme, une émotion qui va ressortir, une émotion qui ne va pas vous laisser indifférent. Mais juste avant son départ, tu voulais nous parler aussi de cette dignité que cet homme avait. Tu nous as parlé de, voilà, ici c'est propre, mais il y avait quelque chose aussi qui vous a proposé, un service qu'il vous a proposé. Oui, parce que quand il vient à la maison, il me dit, je ne veux pas manger comme cela, je voudrais vous rendre service. Pas payer le repas, bien entendu, mais qu'il y ait une réciprocité. Alors, mon mari et moi, on se gratte la tête. On dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à faire à la maison? La maison est propre, elle est rangée, le jardin est tondu. Enfin, et puis, je me suis souvenu qu'on avait acheté un arbre. Et donc, je lui ai dit, écoutez, vous allez le planter. Mon mari devait le faire, mais ce sera vous. Et pendant que je finis le repas, il va le faire. Donc, c'est quelqu'un vraiment, vraiment, qui faisait attention à lui. Et que ce ne soit pas vraiment dans la réciprocité. Je trouve ça génial d'inviter quelqu'un qui semble démuni et qui est démuni, mais aussi volontairement. Il y a quelque chose de magnifique dans qui cette histoire. Dans son aventure à lui, ouais. Qui rencontre la mienne, et ça devient une aventure, un épisode pour chacun de nous. Il y a quelque chose, quand tu le racontes, qui, moi, m'interpelle. Je ne sais pas si nos auditeurs seront interpellés, mais symboliquement, cet homme, cette personne de la rue, cet étranger,
à planter un arbre chez vous. Mm. La notion de planter un arbre, c'est pas quelque chose qui est anodin comme geste. C'est-à-dire qu'il plante quelque chose dans votre jardin, ça c'est le factuel. Il plante quelque chose dans votre foyer, dans votre famille. Oui, et l'arbre est C'est toujours l'étranger. là-bas. Hein. Donc, du côté de Pau, à Morlas, ce petit village où on était, dans le jardin, il est tout là. J'espère qu'il n'a pas été à succomber avec la canicule. Et dans ce moment-là, moi, je lui dis, vous allez aller dans la salle de bain, vous allez prendre votre bain. Enfin, c'était la salle de bain à part. Vous enfermez, comme ça, vous êtes sûr que personne et les enfants ne rentrent pas. Pendant ce temps-là, je vous donnerai des vêtements, je vais tout laver, les chaussures, tout sécher. À l'époque aussi, on avait un sèche-linge, parce qu'il peut vraiment beaucoup, à l'époque, il peut vraiment beaucoup à Pau, et c'était utile. Et ben, ça nous a servi pour lui, donc il est reparti propre aussi, hein, dans tous les sens du terme. Et cet arbre, voilà, il est toujours là. Ouais. C'est l'arbre aussi du bonheur, c'est un monument, hein, quelque part, un témoignage. Alors cet homme est parti, il a laissé cet arbre derrière lui, planté dans votre jardin. Il a pris le chemin et il avait pleuré au début. Et quand vous l'avez vu partir... C'est moi qui pleure. C'est moi qui pleure. Bon, je suis une émotive aussi, hein, par nature. Pourquoi tu pleures à ce moment-là? À cause de... Il faut partir. C'est une belle rencontre. Et plusieurs choses. Parce que je me dis... j'aurais bien aimé que l'aventure se continue. Enfin, d'autres épisodes, peut-être avec ce monsieur. Avec mon mari m'a dit mais il faut le laisser partir, hein. Vite le retenir, non, il faut le laisser partir. Et ça aussi c'est une expérience de vie, de laisser les autres dans leur cheminement, dans leur choix, dans leur philosophie de vie, parce que ce monsieur en avait une, et de dire c'est pas la mienne. Alors justement, tu as voulu parler des aventures de la foi. Qu'est-ce que tu aimerais laisser à nos auditeurs sur ces aventures de la foi? Là, tu nous as cité 2 épisodes de ta vie personnelle, de ces aventures de la foi. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a marqué dans ces expériences avec Dieu, de ces aventures avec Dieu? D'abord, apprendre à se connaître. Alors, au départ, quand on vit, on voit bien qu'il y a des épisodes, X, Y, Z, enfin, bon, voilà, des choses qui nous arrivent. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans son propre cheminement, puis familial, conjugal, d'église, on remarque qu'il y a des choses qui sont récurrentes, qui se tissent, des chemins, des voies. Et puis on se dit, non, il y a des choses que j'apprends de moi-même. Et une que j'apprends, c'est j'aime bien l'expérience. C'est pour ça que j'aime bien aller dans le laboratoire, regarder les petites bêtes sous le microscope et faire des expériences de labo. Ça, c'est ta formation de base. Hein? Ma formation de base, c'est toujours là, hein, ma formation. On a oublié de le dire au départ. Voilà, donc, tout ce qui est technique, mais aussi pratique. À quoi ça sert? Pas seulement remplir la tête, être une intellectuelle. J'aime aussi les arts aussi, et la musique en particulier. Mais j'aime beaucoup la vie pratique. Il faut que ça serve à quelque chose. Et tout d'un coup, après, je ferai des études de théologie, mais ça, c'est notre épisode. Et ce qui est intéressant, c'est en apprenant, à la rencontre avec l'autre, on apprend aussi qui on est petit à petit. Et puis les autres vont vous dire, mais tu es fait pour ça, tu es fait pour ça. La première des aventures, c'est d'apprendre à se connaître. Et Dieu nous aide à nous connaître. Oui. Merci, parce que ce témoignage, on est obligé de s'arrêter là maintenant, on est au bout de cette émission. Mais voilà, c'est l'expérience, c'est des expériences de foi, des brides de vie. Je sais que tu nous as préparé un texte, la Bible était devant toi pendant tout ce temps-là. D'expérience de foi, tu cherchais pendant un moment, au début de cette émission, avant qu'on prenne l'antenne, une histoire, un texte qui parle particulièrement de cette aventure de la foi. Et ton texte, le feuilletage des pages s'est arrêté sur le livre aux Hébreux, à ce que je vois. Oui, la lettre aux Hébreux, l'auteur au chapitre 11 va parler de grands personnages qui n'avaient, au lieu de se fonder sur leur vie, leur sécurité, se donnent l'occasion de vivre à travers leurs difficultés d'ailleurs, bien souvent, laissent l'occasion à Dieu d'agir. Et moi, je trouve ça, c'est un petit peu ce qui me correspond. Plutôt que de se brider, que de voir dans un moule, de dire à l'autre, à travers soi, son propre témoignage, allez-y, quoi. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Soyez prudents, bien entendu. On n'est pas à être béat et on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en même temps, il y a une aventure à vivre. Vivez-la, la vôtre, pas celle des autres, ou celle qu'on vous faire vivre. Alors, j'ai pris le chapitre 11, mais l'auteur dira, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et il cite un certain nombre de personnages. Alors,
puisque je suis une dame, je vais citer une dame. On pourrait prendre Tamar aussi. On pourrait prendre Sarah. Mais ce que je trouve bien, c'est hommes et femmes font de leur vie une aventure avec Dieu. Là où on a l'impression que tout s'arrête, eh bien, tout peut commencer. Et je trouve que c'est ce qui me correspond le plus et qui correspond. Alors, c'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Voilà cette relation. Et il y a des impossibilités. J'aurais jamais choisi d'aller voir ce monsieur, mais il est venu à moi. On se laisse faire. Et je me dis, une aventure humaine, familiale aussi, puisqu'il y a mes enfants, et une aventure avec Dieu. Voilà. Laissons-nous faire. Hein. C'est par la foi. C'est par la foi. Merci beaucoup Yvette, et je te propose qu'on aille écrire ces quelques mots sur notre mur des témoignages. Et merci d'être heureuse d'être avec vous, là, et avec toi.